Bonsoir et merci d'être avec nous pour ce 23h au sommaire. 4 nouveaux ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire ont présenté ce vendredi leur lettre de créance au président de la République Alassane Ouattara. Ce sont les ambassadeurs d'Éthiopie, d'Allemagne, d'Italie et de la Finlande. La Côte d'Ivoire va bénéficier d'un appui financier de 315 milliards de francs CFA de la part du Millennium Challenge Corporation. L'information a été donnée par le conseil d'administration du MCC au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Il prend part à Washington aux assemblées annuelles de la Banque mondiale et du FMI. Dans le dossier de cette édition, nous plancherons sur le bilan de l'opération Épervier 3 menée sur l'ensemble du territoire depuis 3 mois. Elle vise à sécuriser les biens et les personnes. Plusieurs individus ont été interpellés et des fumoirs ont été détruits. Bienvenue dans cette édition. Au palais présidentiel, 4 nouveaux ambassadeurs ont présenté aujourd'hui leur lettre de créance au président de la République. Il s'agit des nouveaux ambassadeurs d'Éthiopie, d'Allemagne, d'Italie et de la Finlande. Viviane Aimé. Nouvel ambassadeur de la République fédérale démocratique d'Éthiopie en Côte d'Ivoire, son Excellence Girma Temesjan Arkessa, il occupait précédemment la fonction de directeur général des relations bilatérales au ministère éthiopien des Affaires étrangères. Présentant ce jeudi 13 octobre ses lettres de créance au président de la République Alassane Ouattara au palais présidentiel, le nouvel ambassadeur de la République fédérale démocratique d'Éthiopie a fait valoir son ambition de travailler à la poursuite de la longue amitié entre son pays et la Côte d'Ivoire, amitié vieille déjà d'un demi-siècle. L'Éthiopie attache une importance extrême à ses rapports avec la Côte d'Ivoire, non seulement sur le plan diplomatique, mais aussi sur le plan économique du commerce et des rapports surtout d'homme à homme. Et en tant qu'ambassadeur ici, je me vertuerai à renforcer ces rapports, non seulement sur le plan économique, mais surtout sur le rapport de contact entre les peuples. Nouvel ambassadeur désigné de la République fédérale d'Allemagne en Côte d'Ivoire, son Excellence Michael Graou. Il était précédemment ambassadeur de son pays au Laos. Je suis venu pour contribuer à ce que le sommet prochain Union européenne, Union africaine, devient un succès et aussi pour coopérer avec le gouvernement ivoirien pour la mise en œuvre du compact avec l'Afrique, des groupes G20 et des programmes complémentaires qu'Allemagne a établis, mis en œuvre à cet effet. Nous voulons que les fruits des réformes bénéficient le peuple ivoirien et leur assurent un futur dans la paix. Son Excellence Stefano Lo Savio est le nouvel ambassadeur de la République italienne en Côte d'Ivoire. Diplômé en économie et commerce, il entend inscrire le volet économique au premier plan de sa mission en Côte d'Ivoire. Les objectifs de ma mission ici, je veux m'engager beaucoup, surtout sur le renforcement du partenariat économique. Vous savez que l'Italie est en première ligne sur la gestion des flux migratoires. C'est un problème majeur qui touche à nous tous. Il faut travailler ensemble pour essayer de trouver le chemin d'un développement conjoint. C'est pourquoi que je m'engage beaucoup à améliorer le partenariat économique avec la Côte d'Ivoire. J'essaierai de collaborer pour le développement économique de la Côte d'Ivoire et ses ambitions d'ici 2020. Présence discrète, le nouvel ambassadeur désigné de la République de Finlande est une dame. Son Excellence, Madame Seja Toro, occupait précédemment les fonctions d'ambassadeur de Finlande près la République du Mozambique. Selon le nouvel ambassadeur, son pays, la Finlande, possède une expérience en matière de lutte contre les changements climatiques qu'il est prêt à partager avec la Côte d'Ivoire. J'ai félicité à son Excellence de l'élection de la Côte d'Ivoire au Conseil de sécurité de l'ONU. Et nous avons aussi parlé de changement climatique qui est une préoccupation par son Excellence et aussi c'est une priorité pour le gouvernement et le peuple de la Finlande. Il y a beaucoup de produits d'innovation, de technologies propres et d'énergie en Finlande. Nous sommes à disposition de la Côte d'Ivoire de
exposer ces produits. Et nous avons aussi parlé des relations commerciales et il y a beaucoup de possibilités d'augmenter les relations de nos deux pays. Cérémonie hautement protocolaire, chacun au sortir de la présentation de ses lettres de créance a reçu les honneurs militaires rendus par un détachement de la garde républicaine avant de quitter le palais présidentiel. Toujours au palais présidentiel, le président de la République a également accordé ce vendredi une audience au ministre brésilien des Affaires et des Relations extérieures. Au centre des entretiens, le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Brésil. 315 milliards de francs CFA, c'est l'appui financier apporté par le MCC, le Millennium Challenge Corporation à la Côte d'Ivoire. Le conseil d'administration a donné l'information au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, présent à Washington, dans le cadre des assemblées annuelles Banque mondiale, Fonds monétaire international. Adama Kone est notre envoyé spécial à Washington. C'est de tradition dans le monde de la haute finance. En marge des assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international se joue l'avenir de certains pays sur la voie du développement. Et la Côte d'Ivoire réalise une bonne moisson à la première sortie du Premier ministre dans le quartier des institutions de Bretton Woods. En une cinquantaine de minutes, Amadou Gon Coulibaly réussit à convaincre le Millennium Challenge Corporation, MCC, mettant sur la table de discussion les performances réalisées en matière de gouvernance. Après 5 ans de négociations et d'observations, le dossier MCC est ainsi bouclé. Résultat, ce sont 315 milliards de francs CFA que la Côte d'Ivoire peut encaisser au guichet MCC. Les relations sont excellentes avec le gouvernement de Côte d'Ivoire. Le conseil d'administration du MCC a approuvé cet appui financier en faveur de la Côte d'Ivoire et nous allons bientôt préparer la signature de cet accord avec la présence du président Ouattara et des officiels du gouvernement américain. Nous avons travaillé sur les indicateurs politiques, économiques, sociaux, pour pouvoir améliorer les conditions favorables à un bon retour sur investissement dans notre pays. Mais attention, l'argent a 2 destinations précises. Le secteur des infrastructures, c'est-à-dire du transport, pour la réhabilitation de certaines voies, en particulier au niveau d'Abidjan, pour adresser les problématiques de mobilité des personnes et des biens. Et la deuxième composante, c'est le renforcement des capacités donc des jeunes à travers la construction, à travers les projets qui favorisent l'emploi des jeunes, notamment les formations qualifiantes et l'accompagnement au niveau de la construction des infrastructures scolaires dans 2 zones particulières, c'est-à-dire la zone de San Pedro et la zone de Boaké, qui sont des zones potentielles, j'allais dire, en termes de croissance. La signature de l'accord trouvé à Washington est prévue le 7 novembre prochain à Abidjan. Avant le MCC, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly était dans le bureau de l'agence multimédia de garantie des investissements, MIGA. Avec la directrice générale Keiko Honda, la délégation ivoirienne est allée défendre la nécessité d'augmenter les financements de ce guichet de la Banque mondiale dans le PND 2016-2020. Ailleurs, la Française Audrey Azoulay sera la prochaine directrice générale de l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. L'ancienne ministre de la Culture, durant la dernière année du quinquennat du président François Hollande, a été élue vendredi 13 octobre à la tête de l'institution. Elle prendra ses fonctions le 15 novembre prochain pour succéder à Irina Bokova. La Bulgare a passé 2 mandats de 4 ans à la tête de l'UNESCO. Elle était en 2009 la première femme élue à ce poste. Dans le dossier de ce soir, ici en terre ivoirienne, on s'intéresse au bilan de l'opération Épervier 3 après 3 semaines d'activité sur le terrain. 10 dangereux individus spécialisés dans le trafic de stupéfiants ont été mis aux arrêts. L'opération Épervier 3 vise à traquer le grand banditisme et à assurer la sécurité des populations. Herman Guivi. Abidjan, commune de Yopougon, quartier Siporex.
À ce carrefour très animé de Yopougon, plusieurs citoyens se sont vus dépouillés de leurs biens, pris à partie par des individus aux intentions lugubres. Réputé pour être un nid de délinquance juvénile et identifié comme tel par les services de police, l'endroit, comme plusieurs autres sites à Abidjan et à l'intérieur du pays, est depuis plusieurs semaines la cible de multiples opérations de sécurisation. Baptisé Épervier, un effectif de 1500 hommes déployés pour faire reculer les frontières de l'insécurité, des actes de délinquance imputés à une cible juvénile, des adolescents qualifiés d'enfants en difficulté avec la loi. Un phénomène qui trouble la quiétude des populations. S'ils ont envoyé l'opération, nous on souhaiterait que ça continue toujours. Sinon vraiment c'est difficile. On ne peut pas une fois de venir faire la sécurité et puis après on n'est plus en sécurité. Moi je préfère qu'ils continuent tous les jours ce qu'ils ont commencé. Nous avons la peur de venir à Abidjan. Moi personnellement j'ai peur de venir à Abidjan parce que cette affaire de microbes, c'est une plaie pour tout le monde. Donc si aujourd'hui cette opération rime a vraiment entériné cette gangrène-là, je crois que c'est une très bonne chose. Maintenant, par rapport au site sur lequel je traverse tout le temps quand je viens à Abidjan, je crois que c'est une bonne chose pour nous, qui sommes les usagers, pour ces jeunes gens qui vendent. C'est ici que nous venons prendre nos affaires, les tricots, les paires de crêpes et tout ça. Après le lancement de l'opération Épervier 3, l'opération porte déjà ses fruits. 10 dealers arrêtés. Ce sont des personnalités de mauvaise aloi qui sont en train, ainsi que vous le voyez, à travers les 232 fumoirs, qui ont été détruits d'Abidjan à l'intérieur du pays, qui sont en train de détruire notre jeunesse et nos populations. Et donc, parmi ces 10, vous avez 3 de nationalité ivoirienne, 1 de nationalité burkinabé, 1 de nationalité ghanéenne, une dame, et puis 5 de nationalité nigérienne. Nous voulions vous dire qu'autant qu'ils sont appréhendés, interpellés, ce n'est pas eux tous qui sont naturellement présentés donc à la justice, parce que certaines rafles se font de façon systématique. Et c'est après vérification de leur identité dans nos fichiers qu'on se convainc à les déférer. Pour répondre à des questions restées en suspens, nous prolongeons nos échanges avec le directeur général de la police nationale. Vous confirmez qu'aucune zone identifiée comme criminogène n'a été oubliée par Épervier 3. L'opération Épervier 3 se tient sur toute l'étendue du territoire national. Abidjan, les gens y sont également. Et l'objectif, comme on l'a dit, traquer les bandits et ramener ce sentiment de sécurité au sein de la population. Nous avons pour mission de rassurer, n'est-ce pas, cette population. Nous sommes à un bilan partiel. 2 semaines après, quel est l'état des lieux? À mi-parcours de cette opération, les populations peuvent-elles dormir tranquilles? Tout ce que nous faisons, c'est pour que la population soit rassurée. Et quand la population est rassurée, mieux ça va chez nous. Et le chef de l'État, y compris les ministres en charge de la défense et de la sécurité, nous l'ont dit. La population, le sentiment de la population reste l'élément moteur, n'est-ce pas, de cette opération. Une question de sécurité qui préoccupe au plus haut niveau le gouvernement, qui a réaffirmé sa détermination à endiguer ce phénomène. Une présence policière saluée par les populations. Nous pensons qu'avant et maintenant, il y a vraiment une amélioration actuellement. Vraiment, nous encourageons encore l'État de faire davantage pour qu'il y ait beaucoup de sécurisation. Ça, c'est une bonne chose, parce qu'on a agressé trop ici. Et maintenant, on ne voit plus ça. Ça a calmé un peu. On veut que la police vienne toujours pour sécurité, ce qui ne va pas. Mais l'opération aussi a des avantages. L'avantage, c'est quoi? C'est que les microbes ont un peu aussi diminué. Échoué un peu. Ça, c'est normal. Voilà. Mais moi, j'aimerais que le corps habillé soit un peu indulgent avec les gens. Parce que ce n'est pas tous ceux qui ont les losses qui sont forcément les microbes, qui sont forcément de mauvaises intentions. Voilà, tu peux avoir les losses et puis travailler, gérer ta cabine, vendre tes brodes. Puis j'ai initié l'opération Épervier, on voit une diminution côté agression et partout. On voit la sécurité aussi dans la rue, c'est bien, c'est bon. Mais actuellement, il y a un peu d'excès au fait. Parce qu'il y a des innocents qui prennent les pots cassés. Mais néanmoins, c'est pas mauvais, c'est bon, mais qui revoient encore quoi, la pression, qui diminue un peu. Sinon, on voit que vraiment, ça diminue les agressions au fait.
Et vraiment, on est content. Le souci majeur des populations, vaquer tranquillement à leurs occupations, sans crainte de se voir agressés. Okay. Lutte contre la fraude, la direction de la répression des fraudes du ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la promotion des PME a procédé hier à la destruction de 35 tonnes de produits prohibés et périmés. D'autres actions sont menées sur le terrain pour traquer les contrevenants. Grâce Kandou. 37 tonnes de produits périmés et prohibés d'une valeur de plus de 50 millions de francs CFA incinérés à la décharge d'Akwedo. Composé entre autres de boissons, de tomates concentrées, de teintes à vernis et de glutamate. Ces produits ont été saisis dans plusieurs marchés du district d'Abidjan et des villes de l'intérieur par la direction de la répression des fraudes. Ce sont des produits généralement qui sont dissimulés par des opérateurs malveillants. Mais notre rôle, c'est de pouvoir les débusquer. Et nous sommes quotidiennement sur le terrain pour pouvoir protéger nos populations et pour pouvoir aussi conseiller nos opérateurs économiques parce que ce sont eux qui aident notre État, la Côte d'Ivoire, à prospérer. Nous profitons de cette occasion pour lancer un appel à nos populations d'être vigilants, de faire attention à tout ce que nous consommons. De janvier à septembre 2017, 245 tonnes de produits d'une valeur de 275 millions ont été saisis contre 2 milliards de produits prohibés et périmés en 2016. Lorsqu'on regarde les chiffres par rapport à l'année dernière, que le message est de plus en plus entendu par les opérateurs économiques qui commercialisent les produits qui sont non périmés et les produits qui sont de moins en moins contrefaits et que également les actions qui sont menées à nos frontières pour empêcher que ces produits puissent rentrer également sont couronnées de succès. Parce que l'objectif du gouvernement est clair, c'est que toutes les transactions, tous les produits qui sont vendus sur le territoire soient des produits de qualité. En termes de perspective, le gouvernement a pris un décret portant sur le contrôle de la conformité des produits avant embarquement. En santé, la Société de gynécologie et d'obstétrique de Côte d'Ivoire, Sogossi, tient son 4e congrès scientifique à Yamoussoukro. Des praticiens de 15 autres pays, dont la France, ont été invités également pour réfléchir autour du thème principal, la planification familiale. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le professeur Bakayoko Liramata, a pris part à la cérémonie d'ouverture. Amadou Ouattara. Ce 4e congrès scientifique de la Société de gynécologie et d'obstétrique de Côte d'Ivoire, Sogossi, a pour thème principal la planification familiale, quel enjeu pour le développement durable, dénonce plusieurs réalités et maux de la famille africaine. Il ne s'agit pas d'interdire. Faire des enfants quand on veut, quand on peut, avec les moyens financiers que nous avons. Quel pays peut évoluer si la croissance démographique est énorme? Avec les charges énormes, on ne pourra pas donner au pays tout ce qu'il faut comme commodité pour ses habitants. Pour les pays invités, ce 4e congrès scientifique de la Société de gynécologie et d'obstétrique de Côte d'Ivoire est aussi un cadre d'échange d'expériences. Pour nous, la contraception n'est pas un réel problème en France. On n'est pas du tout confronté au même problème de la natalité que ceux que vous avez en Afrique. Donc c'est très intéressant pour moi de voir les différentes communications qui ont été faites sur ces sujets-là. Initialement, c'était des objectifs sanitaires pour éviter les décès des mères et des enfants. Et maintenant, ça devient un enjeu économique pour permettre à chacun de vivre heureux dans un monde où tout le monde aura sa part. Venue pour apporter son soutien, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique salue l'organisation de ce 4e congrès. Le professeur Bakayoko Liramata encourage la planification familiale. C'est vrai qu'avoir beaucoup d'enfants, c'est bien, mais peut-être trop d'enfants peut avoir des conséquences sur le développement économique. Et donc, pour contribuer au développement durable, la planification familiale est essentielle. Ce congrès de la Sogossi enregistre la participation de 767 spécialistes venus de 15 pays francophones d'Afrique et de la France. Rendons-nous à l'hémicycle. Les députés se sont attelés aujourd'hui à faire le point des activités parlementaires. Au cours de cette session unique, plusieurs projets de loi ont été adoptés. Des missions ont été effectuées au plan national et international. Olivier Iriebi, Sidonie Davila.
Depuis la rentrée parlementaire du 3 avril jusqu'en août dernier, 5 projets de loi sur 7 ont été examinés et adoptés par les députés. Intervient une trêve suite aux vacances gouvernementales. Le 21 septembre dernier, les députés ont retrouvé le chemin de l'hémicycle. La session ouverte à cet effet est prévue pour s'achever le 13 décembre prochain. Au programme, l'examen et l'adoption d'une vingtaine de projets de loi et de 2 propositions de loi émanant des députés. Sur la non-tenue des dernières séances de débat du mercredi et du jeudi dernier, les explications du secrétaire général de cette institution. Pour que ces activités puissent se tenir, il faut que les membres du gouvernement soient disponibles. Donc nous arrêtons le calendrier de commun accord. Il peut arriver que pour une raison ou une autre, le gouvernement nous saisisse l'Assemblée nationale pour indiquer l'indisponibilité des représentants du gouvernement à cette activité. Nous en prenons note et nous proposons une autre date pour tenir cette activité. À côté des activités classiques du Parlement, des missions de terrain ont été effectuées aussi bien sur le territoire national qu'à l'extérieur. L'une de ces missions récentes est celle de la Commission des affaires sociales à l'ouest du pays pour apporter la compassion aux populations. Dans l'actualité politique, le président du FPI, Front populaire ivoirien Pascal Affi-N'Guesson, était aujourd'hui face à la presse à la Riviera à Toban. Il a appelé à la cohésion et à la paix, seul gage du développement du pays. On écoute à présent Pascal Affi-N'Guesson. La cohésion nationale, l'unité de la Côte d'Ivoire, c'est ça qui doit nous guider en cet instant précis. Nous avons pendant plusieurs années rusé avec cet impératif. Les difficultés que nous rencontrons tous doivent nous amener à comprendre qu'il y a un temps pour les luttes fratricides, mais qu'il y a un temps pour l'unité nationale. Et que l'unité nationale doit se faire de façon inclusive avec la participation de tous. C'est pour cela que nous devons être forts au FPI pour porter ce message en direction de tous nos frères et de toutes nos sœurs de Côte d'Ivoire, de tous les acteurs internationaux, afin qu'ils aident la Côte d'Ivoire à retrouver la voie de la paix, de la stabilité, parce que ce sont les seules voies de la prospérité. Dans un autre registre, la 26e édition du sommet de l'élevage de Clermont-Ferrand s'est tenue en France. Ce grand rendez-vous des acteurs de l'élevage a rassemblé plus de 5000 visiteurs venus de 84 pays du monde. La Côte d'Ivoire, présente à cet événement, veut s'inspirer du savoir-faire de la France, premier producteur européen de race à viande et de race à lait. Envoyé spécial, Victorine Yaouyouboui. Des limousines, des charolaises et d'autres races tout aussi impressionnantes les unes que les autres de bœufs. Le sommet de l'élevage de Clermont-Ferrand, une vitrine pour la France pour exposer ce qu'elle sait faire de mieux en matière d'élevage bovin. Une opportunité aussi pour la Côte d'Ivoire pour capitaliser cette réussite française. Pour obtenir ce résultat que nous avons vu à environ des fois même un peu plus d'1 tonne par animal, c'est le résultat de plusieurs années de recherche, voire un siècle de recherche en matière de sélection génétique. Pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, c'est des initiatives qui ont déjà eu lieu au mois de juillet. Monsieur le ministre a procédé au lancement dans la zone de Toumoudi de l'insémination artificielle en milieu paysan. Donc pour obtenir les résultats que vous avez vus, il y a la sélection de nos races locales, la race Ndama notamment, et il y a aussi le croisement par l'apport de sang venant d'autres pays, de sang exotique, pour améliorer le cheptel national. Cette expertise en élevage, la France veille à la préserver. Le meilleur moyen, transmettre la passion de la profession aux jeunes générations. Le taureau qui est ici est un taureau de race limousine. Il s'appelle Jardiland et il fait environ 1150 kg. C'est un animal qui est né chez moi. Il est de type mixte, donc c'est-à-dire qu'il est à la fois avec des qualités bouchères et des qualités d'élevage. Donc il sert à la fois à produire de la viande et à produire des femelles de renouvellement qui elles-mêmes feront des vaches. Si ces jeunes éleveurs sont aussi bien outillés, c'est parce qu'ils sont encadrés par des structures de formation. Parmi elles, les maisons familiales rurales créées depuis plus de 70 ans en France. Les maisons familiales rurales MFR existent au Cameroun et au Togo. Ces pays ont perçu la nécessité de former de façon pratique leur jeunesse à l'élevage et à l'agriculture
des secteurs dont la rentabilité est évidente en Afrique. Parlons agriculture. Les 5 et 6 octobre dernier à Addis Abeba en Éthiopie, le ministre ivoirien de l'Agriculture et du Développement rural Mamadou Sangafoua Koulibaly a pris part à la 2e session ministérielle du comité technique spécialisé sur l'agriculture, le développement rural, l'eau et l'environnement de l'Union africaine. Au cours de ces assises, le ministre ivoirien a invité les pays africains au respect des engagements de Maputo relatifs au financement de l'agriculture. Cheikh Koni. C'est au regard des résultats satisfaisants de la phase 1 du programme de réhabilitation et d'intensification des cacao, CORIP, expérimenté au Ghana que Solidaridad West Africa a décidé de l'étendre à 4 pays producteurs de cacao en Afrique de l'Ouest: la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Libéria et la Sierra Leone. En 3 années de mise en œuvre au Ghana, sur la période 2013-2017, 20 centres ruraux de services CRS ont été établis dans 4 principales régions productrices de cacao. 32 produits et services ont été fournis à travers les différents CRS et à ce jour, plus de 35 000 producteurs de cacao ont participé à ce programme. Les producteurs, ce qu'ils gagnent, c'est d'avoir dans un lieu bien précis l'ensemble des services qui sont importants pour permettre une intensification de la culture. En parlant de services, vous avez des services liés par exemple aux formations sur la gestion de la fertilité des sols. Ensuite, le programme aussi permet de former les paysans sur les bonnes pratiques agricoles, de mettre à leur disposition aussi des intrants de bonne qualité et à bon coût surtout. Et le programme aussi permet à ce que les services, comme les services financiers, puissent être mis à disposition des producteurs. Cet atelier, qui est une rencontre de consultation des parties prenantes pour les phases 2 du CORIP, a été l'occasion pour le représentant du ministre de l'Agriculture et du Développement rural de traduire l'engagement du gouvernement ivoirien de soutenir toutes les initiatives visant à sortir les producteurs de cacao de la précarité. Nous ne pouvons pas continuer de faire l'agriculture cacaoyère en tenant compte des ressources naturelles actuelles comme nos parents l'ont fait. Ça, ce n'est pas possible. Donc il faut pouvoir adapter la création de la richesse à partir du cacao par rapport au maintien et la conservation, la préservation et même au renforcement des capacités de fournir de l'énergie et de la nourriture à nos cacaocultures par rapport aux ressources naturelles que nous avons. Pour cette phase 2 du programme de réhabilitation et d'intensification des cacao, CORIP, ce sont 200 000 producteurs de cacao des 4 pays concernés qui vont bénéficier de ce programme. Parlons promotion de la jeunesse. Le 19e Festival mondial de la jeunesse et des étudiants se tient du 14 au 22 octobre 2017 à Sotchi en Russie. Ce rendez-vous des jeunes du monde entier est organisé cette année par la Fédération de la Russie. En marge de ce festival, les autorités russes ont réuni 76 ministres en charge des questions de jeunesse à Moscou les 12 et 13 octobre. Chaque ministre a présenté la politique mise en œuvre par son pays en faveur des jeunes. Le ministre Sidi Tiomoko Touré y représentait le gouvernement ivoirien. Il a dévoilé les grands chantiers de la Côte d'Ivoire pour sa jeunesse. Serge Koléa depuis Moscou. C'est la Russie qui accueille le 19e Festival des jeunes et des étudiants du 14 au 22 octobre 2017 à Sotchi. Et c'est en prélude à ce rendez-vous mondial triannuel que les autorités de Moscou ont initié cette réunion interministérielle. Une tribune qui se présente comme un grand oral pour les pays participants. Ce sont 16 ministres ou représentants d'institutions et de gouvernements se sont succédés sur le podium. Objectif, dévoiler les grands axes des politiques déployées dans leurs États au profit de la jeunesse. Dans cette vision, le ministre Sidi Tiomoko Touré a partagé l'expérience de la Côte d'Ivoire. Il a souligné la volonté politique affichée avec la création des ministères dédiés à la promotion de la jeunesse et à l'emploi des jeunes. Cette politique s'appuie sur 5 stratégies que sont la stratégie de l'autonomisation des jeunes qui a inspiré la mise en place du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire, garantissant ainsi la participation des jeunes à l'élaboration des politiques et programmes à leur attention. Nous avons aussi la stratégie de protection des jeunes. Nous n'oublierons pas de citer la stratégie pour l'insertion et l'emploi des jeunes. Nous citerons finalement des activités génératrices de revenus et d'entrepreneuriat et d'auto-emploi, afin d'aboutir à terme à une jeunesse autonome et responsable au triple plan civique, moral et professionnel. Le représentant du gouvernement ivoirien
a rappelé les liens de coopération entre la Côte d'Ivoire et la Fédération russe, vieux de 50 ans. Il a demandé à Alexander Bougaev, chargé des questions de jeunesse, de traduire au président Vladimir Poutine le message d'amitié du chef de l'État Alassane Ouattara. Aux côtés des ministres, plus de 20 000 jeunes venus de 150 pays vont participer à la 19e édition du Festival des jeunes et des étudiants de Sochi. Nous restons à l'étranger. Au Kenya, le climat politique reste tendu avant la nouvelle élection présidentielle du 26 octobre. Malgré l'interdiction de rassemblement, l'opposition a manifesté ce vendredi pour réclamer une fois de plus des réformes de fond avant l'organisation d'une élection crédible. On déplore 2 morts. Raila Odinga, qui s'est retiré de la course, doit faire une déclaration depuis Londres, où il se trouve en ce moment pour une réunion. Je rappelle que la commission électorale a demandé aux 8 candidats du premier tour de se représenter au scrutin du 26 octobre s'ils le souhaitaient. En sport et ici en Côte d'Ivoire, après 3 saisons en Ligue 2, l'USC Bassam retrouve l'élite, veut jouer les premiers rôles de champion 2017 de la Ligue 2. Il a effectué sa rentrée sportive samedi. C'était l'occasion pour le président Georges Ezalé de féliciter les joueurs et l'encadrement technique pour la montée en Ligue 1 et fixer les objectifs de la saison 2017-2018. Je vous donne à présent le programme des matchs de demain samedi. À 15h30, le match d'ouverture se jouera entre Boaké FC et le stade d'Abidjan. La deuxième rencontre opposera à 18h l'AFAD à la SEC au stade Champrou à Marcory. Cette édition est à son terme. Merci de votre fidélité. Excellente fin de soirée. À demain pour une autre édition.